me dit que la guerre finira bientôt, parce que les soldats du pays d'Amérique vont arriver. Et déjà, les pirates ducs tremblent de peur. Cielo mi diara di cielo mi diara. Cielo mi diara di cielo mi diara. Cielo mi diara di cielo mi diara. O docolo yetero sapeadane che more ora. O docolo Juin 1916, les Russes au combat. Préparation immédiate, la fanfare se met en place, s'il vous plaît. Oh là, ouais. 1 heure de sommeil et nous voilà repartis pour on ne sait pas quelle place sur le front, jusqu'au 20 décembre. Calme, pas de victimes. Mais nos chefs nous font travailler jour et nuit pour mettre en état les tranchées détruites. Les Français prennent les Russes pour leurs nègres, qui traitent ici exactement comme des esclaves. Hein. On nous attendait, nous, pour faire ce travail. On rechigne. Inutile. Nos chefs nous pousseraient dans le feu si on refuse ces lois qui nous font crever. Alors on obéit, puis on part au repos. Tu parles. Le repos pour le soldat russe. Partout on nous chasse, comme des chiens. Noël 1916. Ô Christ, ô notre Seigneur, que de larmes versées en écoutant ce majestueux cantique de liberté en pays étranger sous le fracas des obus. Mars 1917, incroyable nouvelle! Le souverain russe Nicolas II renonce au trône. Un gouvernement provisoire doit établir pour les Russes la liberté et la citoyenneté. Nos chefs sont totalement déconcertés, mais nous, les soldats, on exulte. Toute la troupe prête serment au gouvernement provisoire. Je jure de servir le gouvernement provisoire, dirigeant comme il convient notre patrie incarnée par les gens qui nous ont donné la liberté, l'égalité et la citoyenneté. Mais alors il y a un truc que j'ai pas compris. C'est gouvernement provisoire. C'est un peu compliqué, hein, cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a Kerensky, qui est le président du gouvernement provisoire, qui doit à la fois rassurer les Alliés et convaincre les soldats de continuer la guerre, alors que les officiers russes sont constitués de gens qui sont devenus révolutionnaires en une semaine, qui pratiquent le châtiment corporel, qui méprisent les soldats, qui traitent de moudjiks, et que en même temps, les soldats, eux, apprennent que vient de se constituer à Petrograd un soviet de soldats et d'ouvriers, c'est-à-dire un organe de représentation directe et qui donne des ordres. Voilà, et ça c'est les ordres du soviet de Petrograd. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les comités doivent être immédiatement élus dans toutes les unités militaires. Un délégué par comité doit être envoyé au soviet de Petrograd. Toutes les armes doivent rester sous le contrôle des comités des bataillons et ne doivent en aucun cas être livrés aux officiers. C'est bien ça, attends. Pendant leur service, les soldats doivent respecter une stricte discipline militaire. Ben oui. Mais en dehors des services, ils jouissent des mêmes droits que tous les autres citoyens. Le salut militaire est abrogé en dehors du service. Et les titres honorifiques donnés aux officiers, votre excellence, votre noblesse, sont abrogés. Le rudoiement des soldats par les officiers et le tutoiement sont interdits. Et les soldats apprennent ça en plein préparatif de l'offensive Nivelle. C'est-à-dire que 1917, en début 17, le haut commandement a décidé d'en donner un bon coup et puis d'en finir avec cette guerre. Qu'est-ce un journal? Mais oui, parce que regarde, attends. C'est quoi que t'arrives? Alors, mais attends, c'est Natchez Slovo. Non. Notre parole, un journal qui a été dirigé par Trotsky. Montre. Le prolétariat russe s'est soulevé pour le pain et la liberté. Le moment est arrivé où, au nom de la liberté politique et sociale de chaque pays, les prolétaires doivent s'unir pour une lutte unique intégrale contre la guerre. À bas la paix sociale, à bas la guerre! Les socialistes français au pouvoir
déclare la victoire d'abord, la République après. Oh, qu'ils viennent à Pétrograd et à Moscou apprendre qu'un peuple qui a su se libérer par la violence révolutionnaire ne se laissera pas endormir par les paroles de l'union sacrée. Qu'ils apprennent qu'avant de nous donner des conseils sur la méthode de défendre la liberté, ils auraient dû reconquérir leur propre liberté, qu'ils ont livrée aux classes dirigeantes de leur pays. Ouais, enfin, le journal, il est interdit quand même. La veille de l'offensive Nivelle, des soviets de soldats se constituent et dans la cave du château de Saint-Thierry, et ils discutent. Est-ce qu'on doit participer à la bataille ou pas? Ça discute, hein, pendant 3 heures. Et puis après, ils votent à main levée. La participation à la bataille, à l'offensive Nivelle, à une condition. Rapatriement sans condition en Russie après cette bataille. On y va. Voici comment Stéphane Ivanovitch Kravyenko raconte cette bataille de Nivelle. 2 avril, jour de Pâques, ordre de passer à l'offensive. À 1h, dans la nuit du 2 au 3 avril, notre bataillon monte en ligne. Cette nuit-là, c'est un véritable ouragan de tirs des 2 côtés du front. Le 4 avril, nous sommes en première ligne, dans la première ligne allemande. Notre tâche accomplie avec succès. Avec une telle quantité de morts, tant de tués, de blessés, perdus dans la bataille. Mais nous avons accompli notre lourde tâche pour la France. Bilan de l'offensive Nivelle, officiellement 95 000 morts. En réalité, 271 000 tués, blessés ou disparus, dont 7 000 Sénégalais et 6 000 Russes. 1er mai, c'est la fête internationale des travailleurs. On va fêter ça. Ah non. Hors de question. Moi, le colonel Logvoski, chef du régiment, ordonne, la manifestation est impossible. Le chef des armées russes en France, le général Palestine, en personne, vient vous annoncer un ordre d'une extrême importance. Vous devez l'entendre disposer en rang et sans armes. Sans armes, ça va Sans pas. armes? Non mais jamais les soldats ont accueilli leur colonel sans armes. Attends. On va la faire, cette fête du 1er mai, et sans autorisation. Et si le général Palestine veut venir nous faire lecture de ses ordres, nous lui donnons l'autorisation. Эти лет не смолкнет слава, не померкнет никогда. Партизанские отряды занимали города. Партизанские отряды занимали города. Voilà comment on raconte un des participants du 1er mai dans une lettre retenue par la censure. De bon matin, les compagnies se rassemblent. Équipement complet, drapeau rouge, avec écrit dessus « Vive la Révolution !» et « À bas la guerre !» La musique joue la Marseillaise des travailleurs, le nouvel hymne des soldats. Il y a des discours, on parle des misères, des humiliations, des coups endurés. Un camarade parle au sujet des 8 hommes qui ont été fusillés à Mailly à cause de l'assassinat du colonel Kraus. Pendant le voyage qui nous a conduits depuis la Sibérie jusqu'ici, il a été d'une telle cruauté que ces soldats arrivés à Marseille, ils lui ont réglé son compte. Eh ben, le colonel Ivanov, c'est lui qui a donné l'ordre de l'exécution des 8 soldats. Eh ben, ce jour-là, le 1er mai, et il se met à genoux devant sa troupe et il demande pardon. Этих лет не смолкнет слава, не померкнет никогда. Партизанские отряды занимали города. Партизанские отряды занимали города. Le général Palestine, il arrive, tous les soldats se mettent à crier « À bas la guerre, on le connaît votre
ordre depuis longtemps, hein. Pas la peine d'amuser la galerie. À bas les vieux bureaucrates. On veut plus se battre pour défendre les intérêts de la bourgeoisie française. On veut rentrer en Russie et défendre notre révolution. Et voilà, même pas pu parler, le général palestinien. Il a été obligé de filer. Hein. Non, d'abord, allez, tout ça, ça suffit. Hein. Non, mais on a déjà assez à faire avec nos propres troupes françaises, là, qui sont en train de partir dans tous les sens, les mutineries, là. C'est un crâne sur le plateau. Allez, les Russes, hein, tu balais, on les retire au front, à la courtine. Il y a un télégramme qui vient d'arriver. Par ordre du ministère de la Guerre, le camp de la Courtine, occupé par des officiers prisonniers allemands, doit être évacué en moins de 15 jours. Allez, au boulot, les courtinois. En vue de laisser la place libre pour les troupes russes. Bon ben, allez, on se bouge là, hein, allez. Je vous dis que c'est une catastrophe. C'est l'anarchie. Les soldats russes sont profondément troublés parce qu'ils savent ou supposent savoir, avec leurs imaginations orientales, sur la révolution dans leur lointain pays. Les hommes passent leur journée à dormir et ils font la grève des bras croisés. Enfin, l'arrivée de la 3e brigade n'arrange pas les choses. Hein. Ce sont des harangues révolutionnaires, la réfutation des loyalistes, provocation d'un côté, contestation de l'autre. Ils s'en viennent même aux mains. On est obligé de séparer les 2 brigades. La 3e brigade s'installe à Felletin, hein, avec leur mascotte, l'ours Mishka, vous avez vu sur le panneau là-bas, elle est très 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 jolie, hein, et près du château Verminier. Et la première reste à la Courtine, c'est une véritable république soviétique qui s'installe sous la présidence de Baltaïs, puis de Gobla. Et voici un témoignage des gens de la région. Marie-Antoinette de l'Arbre. Ayant appris que les soldats russes cantonnent à la Courtine, mon vieux voisin, le père Mascara, nous a complètement affolés, les jeunes du quartier Saint-Nicolas. Il nous raconte que ces sauvages violent par groupe de 20 toutes les bergères à 10 km à la ronde à la Courtine. D'ailleurs, ce ne sont pas des Européens, ce sont tous des Chinois. Alors, lorsqu'ils commencent à déambuler dans Aubusson, nous constatons que ces Chinois sont grands, blonds et qu'ils ont les yeux bleus. Ah, ils s'assoient en petits groupes, ils chantent à plusieurs voix en s'accompagnant d'un accordéon, d'une mandoline, d'une balalalalaïka. Ils parlent très bien le français, hein, pour la plupart. Alors nous, on s'initie un petit peu au russe, pas Спасибо. Я больше не знаю по-русски. Certains boivent 1 litre de rhum et en mangeant des sardines à la bière, ils tombent dans le fossé, puis ils s'endorment. Mais il n'y a pas de violence. Enfin, le 10 août, la 3e brigade est transférée au camp de Cournot, à côté de Bordeaux, où étaient cantonnés jusqu'alors les tirailleurs sénégalais. Et le général Zankiewicz cherche des volontaires parmi cette brigade pour retourner attaquer ceux de la Courtine. Il arrive à en convaincre 750, auxquels on ajoute 2000 qui viennent juste d'arriver de Russie et qui cantonnent à Orange. Et voilà donc que les soldats de la Courtine reçoivent un ultimatum. Aubusson, 14 septembre 1917. D'après les prescriptions du gouvernement provisoire, j'ai reçu l'ordre de ramener à l'obéissance les soldats rebelles du camp de la Courtine. Dernière sommation, j'ordonne aux soldats de déposer les armes à l'intérieur du camp. Non mais déposer les armes, c'est pas les soviets qui doivent avoir les... Attends, et de sortir de l'intérieur du camp par n'importe quelle direction, sauf par le village dont l'accès est rigoureusement interdit. Tous les soldats sortant armés du camp seront accueillis par le feu. À partir du 16 septembre à 10h, l'artillerie ouvrira le feu. Les soldats qui ne se soumettent pas seront considérés comme traîtres à la patrie et à la Révolution. C'est eux les traîtres. C'est eux les traîtres. Mais c'est signé du général Zankiewicz au nom du gouvernement provisoire. C'est quoi ce gouvernement provisoire? C'est pas possible. 12 septembre, évacuation du village de la Courtine. C'est mon grand-père, Jean-Louis Sauty, qui loge tout l'état-major à l'hôtel. Il fait partie de la liste donnée par le préfet des 50 hommes chargés de rester en ville pour éviter les pillages. Le reste du village a été évacué. Nous, avec maman, on part à Aigurande. Oh là là, tout le monde pleure. Qu'est-ce qu'on va devenir? Où est-ce que ça va nous mener tout ça?
Surexcités comme ils sont, les mutins russes, avec toutes les munitions dont ils disposent, ils sont capables de tenir une résistance désespérée. Gabriel Cluseland est un journaliste et il assiste à ces terribles journées. Bien sûr, à l'époque, rien n'a été publié. Mais en 1938, Pierre Poitvin a écrit ce livre Enquête, la mutinerie de la Courtine, dans lequel il publie les notes du journaliste Gabriel Cluseland. 15 septembre, l'heure approche. Le soleil inonde la campagne. La longue file des casernes blanches se détache nettement sur le flanc de la colline. Les rebelles demeurent dans leurs chambrées. Un petit groupe, qu'on distingue à la lorgnette, brave la menace du canon et rôde autour du lavoir. Dans le calme apparent, les cœurs se gonflent d'angoisse. Un peu avant 10 heures, les généraux Comby, Villadon, Brezet, monsieur le préfet de la Creuse, quelques autres et moi-même montons à Palan, la rue de l'église. Nous prenons le petit chemin à droite qui longe le presbytère et gravissons la butte. De là, tout le panorama du camp se déroule dans un cadre de montagne dont les crêtes sont jalonnées de postes militaires et de silhouettes de patrouilles de cavalerie, des milliers de soldats prêts, les mitrailleuses braquées, les fusils chargés. Les soldats russes loyalistes ont mis des brassards bleus pour qu'on les distingue des mutins. Ils occupent les tranchées de première ligne. Les Russes, armes à la main, sont dressés contre les Russes. N'est-il pas assez d'avoir à défendre la patrie? Pourquoi faut-il que dans ce cœur apaisé et calme de la France, ce douloureux devoir s'impose à nos âmes, déjà meurtries? L'angoisse serre toutes les gorges, et nous regardons sans cesse nos montres réglées à l'heure de l'attaque. 10 heures. Par 4 fois, au-dessus de nos têtes, un crissement formidable d'acier, l'aboiement du canon de 75. Un panache de poussière s'élève sur la butte, mais voilà la réponse au canon. La musique s'élève du camp. Wstawaj, Padimasja, roboczy naród. Wstawaj na wroga lud galony. Раздайся, клич мести народной. Вперед, 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 вперед. Вставай, поднимайся, рабочий народ. Wstawaj na wraga lud galony. Раздайся, клич мести народной. Вперед, 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 вперед. Ils chantent la Marseillaise et la marche funèbre de Chopin, clameur de protestation et de dédain. Rien de ce que l'on pouvait craindre, aucune réplique par les armes, aucune tentative de sortie du camp. Les chants gagnent de chambrée en chambrée. Le premier coup de canon a été tiré à blanc. Les 3 autres, chargés de projectiles d'exercice moins meurtriers que ceux de campagne. Le canon se tait pendant 4 heures. Et pendant 4 heures, la musique continue. À 14 heures, c'est la reprise du canon 75. Et les shrapnels éclatent près de l'orchestre. Les musiciens n'achèvent pas leurs morceaux. C'est un sauve-qui-peut vers les cabanes et les casernements. Après chaque coup de canon, on attend un événement. Mais rien ne se produit. Aucun drapeau blanc, aucun soldat ne sort du camp pour demander la paix. Les rebelles portent les camarades blessés jusqu'au poste d'ambulance qui les transporte à l'hôpital d'Ussel. Et la nuit arrive, très noire, agitée.
Et voici la répression racontée par l'un des soldats du camp, Georges Zametine. Nous sommes restés sur place. Notre président, Goblat, nous a ordonné de jouer de la musique sur la place d'état-major. 27 musiciens ont été tués et blessés. Et le bombardement continue. Un vent de panique souffle. Toute la nuit, les tirs de mitrailleuses. Un cheval même a été blessé. Et les hommes qui ne mangent pas depuis plusieurs jours se jettent sur l'animal. Ils commencent à le découper, à le dépecer. Ils ont même oublié de l'achever. Au matin, les tirs de mitrailleuses sont plus fournis. Mais cette fois, nous répondons à la mitrailleuse. Le lendemain, je me rends. Je me traîne dans un caniveau pendant à peu près 1,5 km avant d'arriver à un terrain vague. Mais au camp, la bataille continue. Et dans son livre, Poilevin continue le récit. Le matin du 17 septembre, 40 obus sont tirés sur le quartier Gratadour, à l'est du lac. Les mutins lâchent 800 chevaux affamés. Pour les mutins, c'est renoncer à tenir le siège. Ils auraient pu se nourrir sur les chevaux. Les rebelles sortent par petits groupes, sans armes. L'après-midi, cela prend de l'ampleur, la reddition est amorcée. Comme un dernier défi, ils sortent du camp par le village, ce qui a été formellement interdit dans l'ultimatum. Et le 19 septembre, à 10h, les derniers mutins se rendent. Le général Combly. Les opérations menées par les troupes russes avec l'appui des troupes françaises ont eu pour résultat d'entraîner le désarmement et la soumission des troupes rebelles conformément à la mission donnée. Pertes russes, elles s'élèvent à 9 tués, 46 blessés. Et voici la fin du témoignage du soldat Zametine. Les Français nettoient le camp. Nous sommes fouillés comme des prisonniers de guerre et gardés par les soldats français. Ces derniers ne comprennent pas pourquoi on humilie des hommes qui ont combattu vaillamment en première ligne et dont beaucoup sont morts en héros. Comme nous n'avons pas mangé depuis 5 jours, on chante des airs russes aux soldats français contre un peu de pain. Une fois désarmés, on réintègre le camp de la Courtine. Очень страннее и прекраснее, как люблю я вас, как боюсь я вас, снят увидел вас, я не в добрый. Autant pour les mutins de la Courtine, pour ceux qui étaient restés à Cournot, à côté de Bordeaux, il n'a été proposé le retour en Russie. On leur a proposé de retourner au front. 500 seulement ont fait ce choix. Les autres, on leur a proposé d'aller travailler à l'arrière et être traités à peu près comme des prisonniers de guerre. À peu près 5000 ont refusé toute soumission à l'autorité militaire et sont partis au bagne, en Algérie. À Salonique, en Turquie, il y a eu 2 autres divisions, 20 000 hommes, qui ont vécu à peu près la même histoire avec le même aboutissement. Mais eux, on n'a pas encore raconté leur histoire. Environ 200 soldats russes ont décidé de rester en France en 1919, quand enfin on a accepté leur rapatriement. Ils s'étaient mariés avec des Françaises. Une poignée est restée en Algérie.
dum, 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 dum,